Alors, Nadia Boularouf, bonjour, vous êtes donc directrice d'hôpital, vous avez exercé en tant que magistrate administrative et aujourd'hui vous êtes directrice des affaires juridiques de l'ARS Île-de-France. Anne Guillet de Lattre, vous êtes avocate en droit des affaires en santé et en droit du travail et vous êtes ici la représentante de l'Association française des praticiens de droit collaboratif. Merci encore une fois de votre présence. Nadia Boularouf, la première question est pour vous. Nous parlions précédemment dans la journée des difficultés pour faire vivre l'intelligence collective quand la hiérarchie était trop verticale et donc que la créativité pouvait parfois se heurter à certains blocages. Nous allons donc ici parler de politique et de santé principalement. Que vous inspire les quelques mots, la conférence de Madeleine dans le domaine de la santé, que ce soit dans un hôpital ou au niveau de l'ARS? Est-ce que les conditions sont réunies pour mettre en place de véritables démarches d'intelligence collective? Alors c'est vrai que je crains d'apporter une voix un peu dissonante par rapport à ce bel enthousiasme de la journée. Et je vais plutôt être celle qui va vous montrer un peu les obstacles et les difficultés. Alors même si d'un point de vue théorique, tout ça est enthousiasmant et qui donne envie voilà, de favoriser l'intelligence collective, force est de constater que, en tous les cas, je vais parler pour le domaine que je connais, qui est le domaine de l'hôpital, hein, maintenant un peu plus le domaine de la santé au sens global. Et j'ai malheureusement aujourd'hui les conditions ne sont pas vraiment réunies, enfin en tous les cas très concrètement. Alors elles peuvent le devenir hein, si on y travaille tous, mais aujourd'hui en tous les cas l'hôpital reste un monde très cloisonné, très hiérarchisé. Un monde où des corps s'affrontent, où on a les médecins qui s'affrontent à la direction, les soignants, les médecins qui ont du mal à se comprendre, avec des organisations syndicales aussi parfois, où même si on essaye de travailler autour du dialogue social, on ne se comprend pas toujours. Je vous parais peut-être un peu caricatural et un peu pessimiste, mais c'est quand même le quotidien. Et puis au milieu de ça, des élus locaux aussi qui interviennent à l'hôpital. Et on est quand même loin de l'intelligence collective, on est plutôt dans les difficultés déjà évoquées par Madame Zoberman, d'ego qui s'affrontent, d'enjeux qui dépassent les uns et les autres qui s'affrontent, de difficultés à s'écouter les uns les autres. On y reviendra, mais la notion d'écoute est importante. Non, la culture, on en est loin, on en est très loin, même si on essaye, on en est loin. Il y a un terrain, un champ investigué alors. Oui, énorme. Énorme. Madeleine, vous êtes élue au Lila. Nous parlions tout à l'heure de maternité. Quelles sont les pratiques d'intelligence collective que vous pouvez observer au niveau local dans la santé? Alors, moi, en tout cas, sur mes délégations au Lila, je ne suis pas tellement dans le domaine de la santé. Je me suis arrêtée à la maternité sur ce sujet. Ce que je peux juste dire, c'est que je me suis rendu compte quand même que, quel que soit le sujet, la question du maillage territorial va être très importante, c'est-à-dire comment on va regarder nos actions avec une vision globale, avec l'idée que, non pas comme la somme d'actrices et d'acteurs qui pourraient intervenir, mais pour le coup, et je vous rejoins, c'est là notre enjeu en tant qu'élu, de dépasser la question de l'ego et de qu'est-ce qui me revient, qu'est-ce que j'ai fait moi, et d'aller voir sur le territoire comment il y a un maillage, que font les gens, comment sur le terrain ils s'installent. Sur la question des violences, par exemple, la première chose que j'ai fait en arrivant en mandat, c'est d'aller voir comment une femme victime de violence, quand elle arrivait sur le maillage territorial Lila et alentour, par qui elle était reçue, comment, et si ce maillage entre les personnes fonctionnait. Parce qu'en fait, notre enjeu, il est avant tout là, et ça dépasse l'action de telle ou telle personne. Nadia, si je reviens justement dans votre cas, et c'est une question que j'aurais pu enchaîner d'ailleurs, mais comment fait-on du coup dans un tel contexte pour essayer de mettre en place des initiatives d'intelligence collective? Alors, c'est vrai que là, je vais nuancer mon propos qui était un peu... mais qui est le fruit Enfin, je crois que je viens aussi en tant que témoin pour dire ça avec mes émotions et mes tripes. Voilà, la réalité, elle est quand même celle-là. Oui, alors il y a quand même des initiatives qui se font, et de plus en plus, l'administration, et là, je me
place du point de vue de l'ARS, pas du tout hermétique à ces notions d'intelligence collective. Et en tous les cas, on essaye de développer ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Alors à l'ARS, il existe voilà, une direction de la démocratie sanitaire. Voilà. Alors c'est un premier pas parce que c'est une direction, parce que ça reste très formel. On essaye d'écouter les acteurs de terrain, mais au sein d'instances, donc qui vont avoir lieu 1 ou 2 à 3 fois par an. C'est largement insuffisant. On a essayé de faire, et je crois que cette année on va le reproduire aussi, un pas supplémentaire lors de l'élaboration du projet régional de santé. Quand l'ARS élabore sa feuille de route pour 5 années, on est allé, la dernière fois c'était en 2017, à la rencontre, on a essayé d'aller à la rencontre des habitants, des franciliens, pour leur demander ce qu'ils voulaient en matière de santé. C'était un premier pas. Le résultat a été un petit peu mitigé, difficile de mobiliser. C'était un peu compliqué, mais en tous les cas, c'est une première étape qui est franchie. Et je pense que là, on rentre dans la phase d'élaboration du 3e projet régional de santé pour la période 2022-2027. Et je pense que, notamment, là, j'entendais le dispositif d'Agora, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être adapté au recueil des souhaits des franciliens en matière de santé. Est-ce que vous avez sur ces actions qui sont menées, vous avez une visibilité de l'impact ? Très peu, parce que là où aussi on est assez mauvais, c'est qu'on met en place des politiques publiques, mais on ne sait pas les évaluer, il faut dire ce qui est. Donc on a beaucoup de mal à se rendre compte après de l'impact de ce qu'on a fait. D'accord. Ça me permet de rebondir sur où je veux en venir, sur l'importance du compte-rendu au sein d'un processus de collaboration, de droit collaboratif, pardon. Le compte-rendu à chaque étape pour s'assurer que le client suive jour après jour l'évolution de ce processus. Quelles sont, selon vous, Anne, les bonnes pratiques pour s'assurer que les participants à cette démarche d'intelligence collective qu'est le processus de droit collaboratif ne ratent rien des conséquences de chaque étape, de leur impact ? Ouais. Donc avant l'écrit et avant qu'il y ait un compte-rendu, moi ce que je vois en démarche, c'est d'abord de relire avec son client après chaque étape. En fait, après chaque étape, il y a une petite séance de relecture avec le client pour voir s'il a bien compris. Enfin, cette compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit et de ce qui va se dire à la prochaine étape, de ce qui va être réalisé à la prochaine étape. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième chose, c'est après de rencontrer le confrère, enfin de l'avoir au moins au téléphone, pour voir s'il en est de même du côté de son client. Donc en fait, pour qu'il y ait vraiment qu'on avance dans le même sens et pas dans des directions opposées, il faut qu'on s'assure d'une compréhension réciproque. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Après l'écrit, le compte-rendu, en fait, il vient juste là. Il est en fait rédigé, c'est assez bref. Voilà. Et il vient juste donc marquer l'étape. Il n'est même pas remis. Il est simplement montré à la prochaine séance. Et en fait, il n'est juste là que pour préparer l'étape suivante. D'accord, c'est en fait plus qu'une fin en soi, c'est un outil de cheminement. C'est vraiment un outil de cheminement. Et je dirais que sur la toute première partie, qui est en fait une partie assez personnelle, en fait, qui appartient au client, ça n'est même pas. Je dirais qu'il n'y a rien à dire dans ce compte rendu. Finalement, on ne va pas remettre ce qui a été expliqué. Après, quand on arrive sur la partie un peu plus technique, effectivement, sur des propositions, etc., le compte rendu peut être déjà plus élaboré. D'accord. Nadia, nous allons parler d'actualité, évidemment, on parle de santé. Et est-ce que la crise sanitaire a bouleversé les pratiques d'intelligence collective menées au sein de l'ARS? Alors oui. oui, là c'est la lueur d'espoir, elle vient de là. Mais globalement, à l'hôpital, je trouvais dans le monde de la santé, on n'est jamais aussi bon que dans la crise, on n'est jamais aussi bon que dans l'urgence. Et là, effectivement, il y a eu 2 éléments dans cette crise, dans quand même la soudaineté de cette crise, où tout le monde s'est senti dans le même bateau, pour une fois, ça y est, on était tous ensemble et on avait un but commun. L'autre chose qui a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on n'avait aucune contrainte budgétaire. Alors ça, il faut dire que cette contrainte, ce quoi qu'il en coûte, aide beaucoup à l'intelligence collective.
en tous les cas dans le monde de la santé. Et voilà. Et donc pour illustrer ça, donc là enfin on était ensemble, enfin on était tendus vers un but commun. Il fallait quand même aller vite. Alors peut-être une petite incise qui n'était pas prévue, mais de ce que j'ai écouté aujourd'hui, je trouve que l'intelligence collective demande du temps. C'est quand même un temps long, et pour autant, puisqu'il y a le temps de l'écoute, de la digestion, de la reformulation, etc. Et pour autant, c'est dans la crise et dans l'urgence qu'à l'hôpital, enfin que dans le monde de la santé, l'intelligence c'est le mieux exprimé, l'intelligence collective c'est le mieux exprimé. Par exemple, la mise en œuvre des évacuations sanitaires. Moi, j'en parle à l'aise parce que j'étais pas du tout à la manœuvre, mais j'ai vu mes collègues faire. C'est quand même en un temps record que tous ensemble, médecins, ARS, hôpital, collectivités locales, élus locaux, SNCF, que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice pour trouver le moyen de les mettre en place, rapidement. Tout n'a pas été parfait, évidemment, mais c'est, je trouve, une superbe performance quand même que ces évacuations sanitaires, et qui sont, à mon sens, l'expression vraiment de l'intelligence collective dans l'urgence. Oui, c'est un terrain alternatif d'expression de l'intelligence collective. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Madeleine lors de sa conférence, c'est-à-dire que c'est l'importance de l'actualité, sûrement parfois aussi l'urgence, qui a permis de débloquer des consciences et l'énergie d'un collectif, celui que vous avez cofondé. Anne, avec le droit collaboratif, est-ce que l'urgence, justement, est un facteur qui favorise les réflexions ? Alors, moi, je dirais qu'avant de répondre, parce que Nadia parle donc du sanitaire, moi, je vais peut-être parler du médico-social, juste pour une petite illustration qu'effectivement, l'intelligence a vocation, en fait, à développer l'intelligence collective. J'ai un client qui dirige une association qui gère des établissements, des EHPAD. Et en fait, lors du premier confinement, les résidents devaient être bloqués dans leur chambre. Ils ne pouvaient ni voir personne, etc. Et là, les soignants et les non-soignants se sont réunis avec un grand brainstorming d'intelligence collective, dire comment on peut, tout en sécurisant les résidents, tout en faisant ce qui nous est d'ailleurs demandé par l'ARS et par le ministère, comment faire pour que les résidents ne soient pas isolés. Et là, ils ont trouvé une idée incroyable, c'était de se dire, il y avait des animations qui se passaient dans le jardin, les fenêtres étaient ouvertes, il faisait très beau dans ce premier confinement, vous vous souvenez, donc ça c'était bien, les résidents étaient à leurs fenêtres, ils mettaient des enceintes et les animations se faisaient dans le jardin, et tout le monde pouvait en profiter. Pour les repas qui devaient normalement être chacun dans sa chambre, ce personnel a mis des tables à l'embrasure des portes de chaque chambre pour que chacun des résidents puisse voir le voisin d'à côté, le voisin d'en face, en fait un grand réfectoire, tout en conservant la sécurité. Donc on voit bien que c'était l'intelligence collective dans l'urgence, assez développée. Ils n'auraient jamais trouvé ce type d'idée, et ça c'est extraordinaire. Alors évidemment, en droit collaboratif, l'urgence va bien sûr. L'urgence est quelque chose d'important. On voit bien qu'il y a des situations qui doivent être réglées de manière rapide, mais en fait, ça va nous permettre, en fait, le droit collaboratif, le processus collaboratif va permettre de résoudre certaines difficultés, que ce soit entre époux, que ce soit entre associés, que ce soit entre patrons, employeurs, etc., employeurs et salariés, mais de le faire dans des délais, en fait, dans des délais qu'ils ne trouveront pas en matière judiciaire. Et ça c'est quelque chose d'important et qu'il faut qu'on ait quand même en tête. Est-ce que pendant au cours d'un processus, vous avez la main pour pouvoir, ou vous sentez qu'il faut à des moments augmenter le rythme, le ralentir, laisser plus de temps pour pouvoir justement voir les choses se décanter Alors, l'urgence ne veut pas dire précipitation. Et en fait, l'objectif quand même de tout ce qu'on a dit depuis ce matin sur le processus collaboratif, c'est pour aboutir à des solutions pérennes. Et les solutions pérennes, on l'a vu, ça nécessite de passer par des étapes. Donc, de passer par... il y a des étapes qui sont... C'est un processus, ce sont des étapes obligatoires qu'il faut qu'on respecte, mais elles sont plus ou moins longues. C'est en fonction, de la difficulté du sujet,
parce que tous les sujets ne se ressemblent pas, tous les dossiers ne se ressemblent pas. Et c'est en fonction aussi de la personnalité et de la psychologie de nos clients. Tous ne se ressemblent pas. Certains vont plus vite dans la compréhension du projet et du processus, d'autres vont moins vite, certains ont besoin qu'on décélère, d'autres qu'on accélère. En fait, tout ça dépend vraiment, c'est notre écoute, c'est notre accompagnement, on est formé pour ça. Je bascule de sujet, Madeleine. Vous parliez tout à l'heure d'un sujet, évidemment, d'un des plus tabous par excellence, celui de la violence, des violences sexuelles faites aux mineurs. Sur ce type de sujet que vous avez abordé à l'écrit, notamment via les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'il est plus simple, justement, en tout cas plus efficace, de prendre la parole à l'écrit plutôt qu'à l'oral ? Alors, je pense que l'écrit met toujours une certaine forme de distance, notamment, finalement, pas toujours pour la personne qui parle, mais aussi pour la personne qui reçoit. Et donc, on se dit toujours que ça sera peut-être plus facile quand on parle de parler comme ça. J'en profite parce que je le dis toujours. Quand j'entends parler du fait qu'il faudrait libérer la parole des femmes et des enfants, je rappelle toujours que c'est plutôt une libération des oreilles en fait qu'il faut établir, parce que les femmes elles parlent toujours ou presque. Par exemple, on sait qu'une femme sur 3 est victime de harcèlement sexuel au travail. J'en profite parce que c'est un chiffre que je dis beaucoup dans mes formations, et que sur cette femme sur 3, d'accord, une femme sur 3 victime de harcèlement sexuel au travail, 70% d'entre elles ont parlé. La question c'est en fait qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on entend. Comment on va pouvoir réceptionner cette parole, ne pas banaliser quelque chose qui est dit à l'oral. L'avantage de l'écrit, et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est aussi pour ça que l'écrit est utilisé, c'est qu'une fois qu'on écrit, on laisse une trace. Et quand on laisse une trace, finalement, la société ne peut pas autant banaliser. Par exemple, je vais dire, machin, dans l'ascenseur, il m'a embrassé de force. Bah, en oral, on aura peut-être quelqu'un qui va nous dire « Ah, tu le connais, c'est machin, il est un peu relou. » Et puis à l'écrit, on va dire « Bah oui, là, on est face à une situation d'agression sexuelle. » Donc en fait, la réponse souvent de la société est différente quand j'écris ou quand je dis. Donc l'écrit va être un outil qui va permettre à la fois de mettre à distance, mais aussi d'impliquer la responsabilité de l'autre, et donc une plus petite banalisation. Au sujet de l'écrit, Anne, dans certains processus de droit collaboratif, on touche à des sujets qui sont évidemment douloureux. Est-ce qu'il y a une manière particulière de les aborder et, le cas échéant, l'écrit, justement, peut-il aider ? Alors, on a pu voir quand même toute cette matinée qu'on est plutôt sur de l'oralité. Alors, il y a ce grand moment du récit. Et en fait, moi personnellement, avec mes clients, le récit, quand il y a un client qui vient, souvent je lui demande en fait d'accoucher par écrit. Il va accoucher, c'est-à-dire qu'il m'a raconté, il a fait son récit, et je lui dis d'y aller par écrit, de se libérer. En fait, ce qu'on appelle un peu, c'est vrai, la maïotique socratique, il accouche de quelque chose, le client accouche de quelque chose. Et ça, c'est avant, on prépare. Après, dans le cadre du processus, on est dans l'oralité. C'est ce qui est important, c'est en fait les personnes vont pouvoir, et on l'a vu, donc raconter, faire ce récit avec leurs émotions. Et le gage de ça, c'est qu'effectivement, ils peuvent le faire puisqu'ils sont dans un environnement sécurisé, dans lequel ils ont confiance, je ne vais pas revenir là-dessus, et que tout est encadré. En fait, on n'est pas du tout, et on l'a déjà dit et redit, en fait, je ne fais que redire ce qu'ont dit mes prédécesseurs, c'est qu'effectivement, on a une écoute, c'est une oralité encadrée avec la négociation, l'écoute active, avec la reformulation, avec des techniques à laquelle on est formé, et ce qui va permettre aux personnes d'accoucher de ce sujet douloureux. Voilà. Nadia, vous avez été, je l'ai dit en vous présentant, magistrate au sein d'un tribunal administratif, pour produire les différentes décisions, les jugements. Est-ce que le rédactionnel faisait partie, ou l'objet en tout cas, d'un travail collaboratif et donc d'une intelligence collective ?
C'est vrai que quand j'y étais, je ne l'avais pas forcément vu comme ça, mais en réfléchissant, en redétaillant le processus d'élaboration d'un jugement quand on juge en collégial, et en entendant que le droit collaboratif, c'est une succession d'étapes qu'il faut absolument respecter, eh bien, je me dis qu'effectivement, la rédaction d'un jugement au tribunal administratif est l'émanation d'intelligence collective, puisque on doit respecter un certain nombre d'étapes très, très formalisées, c'est-à-dire qu'on a un magistrat rapporteur qui commence à réfléchir, lui, sur le dossier, commence à proposer sa solution. Et puis ensuite, cette proposition, elle est relue par un rapporteur public qui, lui, regarde avec son propre regard la solution proposée. Tout ça est discuté ensuite à 4 en séance d'instruction. On est 4 magistrats qui rediscutent, retriturent tout ce qui a pu, toutes les idées des uns et des autres. Alors c'est très cadré parce qu'effectivement on a des textes à respecter, mais voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, puis celui qui est en charge de rédiger le jugement doit intégrer toutes les modifications proposées par les uns et les autres pour donner un produit fini qui est validé par le président. Donc effectivement, on est dans ce processus, on est obligé de tenir compte des avis des uns et des autres et pour produire quelque chose qui tient la route et de raisonnable et d'assez riche, même si, et là aussi c'est à l'issue de toute cette journée, je trouve que la mise en œuvre de cette intelligence collective nécessite, le mot a été prononcé, beaucoup d'humilité. Et c'est quand même assez difficile voilà, d'accepter d'être remis en cause. C'est quand même ce à quoi ça aboutit, l'intelligence collective. C'est que moi, je vais donner mon intelligence, toi aussi, mais parfois ton intelligence, elle remet en cause la mienne. Elle peut remettre en cause la mienne. Et ça, c'est une difficulté. Je pense que c'est peut-être pour ça que c'est pas si facile à faire émerger dans les organisations. Et justement, si on en revient à votre situation actuelle, donc au sein de l'ARS, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure oui. Au sujet de l'Agora. Est-ce qu'un outil de participation comme celui-ci, asynchrone, à distance, numérique, pourrait être une solution pour pouvoir faire émerger l'intelligence collective, peut-être au départ sur des sujets plus secondaires ? Oui, en écoutant, je pense que ce serait, pour revenir sur l'exemple que je donnais de l'élaboration du projet régional de santé, c'était un outil qui me semble effectivement tout à fait adapté si c'était une voie pour recueillir les propositions des franciliens, quels qu'ils soient évidemment soignants ou pas d'ailleurs, pour l'élaboration d'un programme et pour donner des idées, sachant que la santé, on le sait, est une des préoccupations majeures des Français. Après, il y a d'autres obstacles pour que ce type d'outil fonctionne, mais c'est quelque chose, à mon avis, de fondamental. Mais là aussi, ça a été dit tout au long de la journée, mais ce qui est tellement fondamental, c'est cette notion d'écoute. C'est ça qu'on ne travaille pas assez. Moi, je trouve que c'est un monde où on s'écoute finalement assez peu les uns les autres. Et puis, du coup, j'ai une petite anecdote, moi aussi, de mon expérience. Donc, au titre de mes fonctions de directrice d'affaires juridiques, j'instruis pour le préfet tous les dossiers d'hospitalisation d'office, soins psychiatriques sans consentement, d'hospitalisation d'office des patients. Et donc, je suis en lien avec tous les psychiatres de la région. Et évidemment, très souvent, on a donc, vous connaissez tous l'état de la psychiatrie où c'est très, très compliqué. Beaucoup de lits sont fermés par manque de personnel, etc. Et on a des patients tellement lourds, tellement compliqués qu'aucun établissement ne veut accepter un patient. Et donc là, évidemment, tous les médecins dans ce monde, comme je dis, qui s'opposent, corporatistes, se tournent vers l'ARS en disant « Mais que fait l'ARS ? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre ? C'est à vous de trancher, c'est à vous de décider, c'est votre responsabilité de faire en sorte que ce patient soit soigné. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je leur ai dit « Très bien, moi, j'ai pas les moyens, on va le faire ensemble. » Parce que ça, je peux pas. Moi, je n'ai pas seul les moyens de faire ça. Donc, je vous propose qu'on mette en place une commission. Donc, j'ai proposé une commission très, très structurée on va présenter le dossier du patient. Et puis, on va analyser. Et puis, on fera des propositions. Je ferai des propositions voilà, et je trancherai. Et ben, finalement, j'ai eu le besoin de faire 2 réunions. La première, j'ai présenté le dossier. Et puis, je les ai écoutés. Je leur ai dit, vous, monsieur
quel est votre avis sur ce patient, et puis vous, et puis vous, et puis la solution, ils l'ont trouvée eux-mêmes, tout seuls. J'ai pas eu à trancher, parce que de toute façon, la solution, elle était chez eux, elle n'était pas chez moi. Mais je n'ai même pas eu à trancher. J'en ai fait une deuxième qui s'est terminée de la même façon, et j'ai plus eu besoin d'en faire depuis des mois et des mois. Alors je considère que c'est une belle réussite, et tout psychiatres qu'ils étaient, effectivement, ils étaient arrivés très crispés, et puis finalement, entre eux, ils se sont dit, mais non, mais je comprends pas, moi, un patient comme ça, je fais comme ça, mais tu devrais faire ci, ah oui, voilà. Et puis voilà. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ça rappelle les cercles de concile dont parlait Michel Dubois ce matin. Ouais. Il nous reste un tout petit peu de temps avant que vous deviez nous quitter, Madeleine. Donc la question est pour vous ici. L'actualité vous a permis d'ouvrir des espaces de réflexion. Vous en parliez tout à l'heure pendant votre conférence. Comment transformer maintenant l'essai et maintenir justement cette dynamique d'intelligence collective alors que le pic sanitaire semble dépassé, voilà, je touche du bois, et que le président de la République a pris la parole sur les violences faites aux mineurs. Que retenir de cette leçon? Bon, il faut pas, on peut pas. Ça marche? Non, il échappe au problème de micro sur le plateau. Je peux prendre votre micro. En fait, heureusement que la mobilisation ne s'arrête pas quand le président de la République parle. C'est bien, hein, déjà, mais c'est loin d'être suffisant parce que ça n'a rien donné derrière. Mais moi, je répondrai à ces questions en disant ne jamais se résigner. Voilà, je me permets de citer Gisèle Halimi, hein, dans toute intervention, je cite une féministe, donc là c'est fait. Voilà, quand elle dit ne jamais se résigner, pour moi, l'intelligence collective, c'est ça aussi, parce que en fait, finalement, la seule solution qu'on a sur ce champ-là, en l'occurrence celui qui me concerne, les violences, c'est de continuer. Parce que, en fait, l'intelligence va permettre quoi? Au-delà de trouver ensemble des solutions, de trouver ensemble des nouvelles idées, de se renouveler tout le temps. Parce que, voilà, on parle beaucoup aussi de la fatigue militante qui est évidemment une réalité. C'est la même chose chez les élus locaux, c'est la même chose partout, hein, je crois. Mais l'intelligence collective va aussi permettre un passage de relais. C'est-à-dire que là, par exemple, clairement, dans le collectif Nous Toutes, moi, je suis complètement dépassée. C'est-à-dire que les jeunes féministes sont tellement loin devant avec des idées. Le passage de relais, il est fait par intelligence collective depuis des années. On n'a même pas le temps de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit ah oui, non mais ça y est, en fait, c'est fait. Donc on va les laisser complètement faire. Parce que en fait, si on s'arrête, la mobilisation s'arrête, les idées s'arrêtent. Enfin, on le sait. Quand on arrête de parler d'un sujet en société, et encore plus sur ce type de sujet, la mobilisation s'arrête et les pouvoirs publics s'arrêtent. Enfin, si on arrive à faire parler le président de la République sur les violences sexuelles sur mineurs, c'est parce qu'on a crié tellement fort qu'il a parlé. Mais puisqu'on n'a pas reparlé après, il n'a pas reparlé non plus. Et donc la situation réelle, c'est que par exemple nous on réclamait la formation systématique de tous les professionnels en lien avec les enfants. C'est-à-dire c'est pas non plus, on ne demande pas non plus de mettre des femmes à tous les postes à responsabilité. Hein. On demande juste de former, c'est une demande de former les professionnels qui rencontrent des enfants, parce qu'on est convaincu que les enfants parlent à leur manière. Tous les enfants montrent des symptômes, tous les enfants qui vivent des violences sexuelles montrent des choses, tous. Donc on disait juste former les gens, parce qu'en fait on sait faire, on sait former les enseignants à reconnaître ces signes chez les enfants. On sait former les animateurs, les animatrices. Donc c'est une demande au pouvoir public, d'accord, de politique publique. Bon, bah on s'est tu, parce que on peut pas faire tous les jours un MeToo inceste. Bah, la mobilisation s'arrête. Donc il y a vraiment quelque chose de l'intelligence collective qui va permettre en fait d'innover, de générer, de remplacer la fatigue et de permettre de continuer, de passer un relais. C'est évidemment épuisant, mais c'est ce qui va fondamentalement faire la force de nos actions, de ne jamais se résigner et de trouver toujours de la créativité pour agir et transformer la réalité et la conscience qu'ont nos sociétés sur ces sujets. Nadia, une réaction sur le sujet? Lueur d'espoir, oui, il faut continuer, il faut capitaliser sur ce qu'on a vécu. Alors sur un autre champ, donc la crise a fait faire un bond de notoriété à l'ARS, mais ça l'a fait aussi que tout simplement connaître mieux de ses partenaires. Quand je dis connaître, évidemment, quand on travaille avec les collectivités locales, avec les associations, avec la protection civile, on a énormément travaillé avec les associations de protection civile. Là maintenant, on se
connaît mieux déjà parce qu'on a travaillé ensemble. Donc on commence, on sait qu'on peut parler un même langage. Et ça, je pense que on va capitaliser. On l'a déjà un peu fait, ce qui était difficile à faire au début de la crise. Par exemple, quand il a fallu monter les barnums de dépistage. Voilà, quand la stratégie, c'était dépister, c'était le premier temps. Donc il a fallu, on s'est dit, on va faire des grandes opérations de dépistage. Il fallait monter des barnums. Nous, physiquement, on est, nous, agents de l'ARS, à aller monter des barnums. On s'y retrouvait parce que voilà, il fallait le faire, etc. Et puis on a été aidés des collègues de tous nos partenaires. Et ben, en tous les cas, ça a été un peu compliqué au début. Et puis quand il a fallu mettre en place les centres de vaccination, je dirais pas que ça s'est fait comme ça, mais moi j'ai été impressionnée, là aussi, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je parle de mes collègues, de voir comment, en lien à nouveau, cette fois, parce qu'on se connaissait, les collectivités locales, les associations, l'ARS, les hôpitaux, qui d'habitude, tout ce petit monde-là a du mal à se parler, comment d'un claquement de doigts, on a réussi à monter quand même des structures qui ont réussi à vacciner en grande ampleur. Et donc ça a permis de voir que cette intelligence collective a perduré. Et j'ai l'espoir, le bon espoir qu'elle dure encore au-delà de cette situation de crise. Mais en tous les cas, on se connaît. C'est un peu bête à dire, mais c'était quand même, en tous les cas du point de vue de l'ARS, une étape énorme de se faire connaître pour ensuite réussir à se parler et à s'écouter et à continuer à s'écouter pour travailler ensemble. Et trouver des solutions ensemble. Merci beaucoup pour cette table ronde. Avant la session des questions, peut-être que je vais vous libérer. Si je m'en vais avant les questions, je vais vraiment passer pour la politique. Je veux bien répondre. C'est ça. Alors, est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Nous n'avons pas de questions dans la salle. Il y a une question en face. Marguerite. Je vous en prie. J'ai pas eu le temps de mémoriser votre nom de famille. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire de la politique ? C'est un métier de chien. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé ? Je pense que c'est justement vraiment l'intelligence collective vécue dans ce collectif de défense de la maternité. C'est-à-dire que déjà, à l'intérieur de ce collectif, on avait travaillé avec la municipalité, c'était au même endroit, donc j'avais bon espoir qu'à cet endroit, ça soit possible. Maintenant, c'est vrai, c'est pas l'endroit le plus reposant. D'où l'importance, je le disais, de trouver des endroits où il y aura toujours des égos et des volontés, que ça soit mon projet, c'est moi qui l'ai fait. Je ne suis pas du tout naïve là-dessus, mais l'idée de trouver un endroit où chacune et chacun est respecté, ça aide beaucoup. Ah ben je vous en prie. Allez-y. Les ARS n'ont pas très bonne réputation dans le milieu soignant, auprès des médecins. Comment est-ce que vous imaginez que ça peut changer ? Ce que je disais tout à l'heure, peut-être quand on a mis en place les évacuations sanitaires, ça permet de voir que l'ARS peut devenir plus un partenaire qu'une tutelle, même si on n'est plus la tutelle au sens juridique et un peu archaïque du terme. C'est déjà un premier point d'essayer de se positionner plus comme un partenaire que comme le seul régulateur. Et c'est peut-être ça que la crise va faire évoluer, c'est peut-être l'enjeu, d'être plus un partenaire qu'un régulateur uniquement. Et on clôt la session des questions ici. Merci beaucoup.